Bonsoir à tous et bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons nous attaquer à de la satire puisque nous allons lire donc Les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, roman écrit et publié en 1721. Donc ce roman est une satire, à la satire sur l'Angleterre. Donc Jonathan Swift est donc Monsieur Gulliver qui va partir en voyage, découvrir des mondes différents. Durant ces voyages, il va donc faire une belle critique de l'humanité jusqu'à son dernier voyage où il mettra l'animal plus haut que l'humain. Nous allons donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer la lecture. Si je prends le livre à l'envers, ça ne va pas le faire. Voilà. Alors, il y avait là 3000 fantassins et 1000 cavaliers. Sa Majesté avait interdit à tout soldat sous peine de mort le moindre manque d'égard envers ma personne au cours du défilé, ce qui n'empêcha pas certains jeunes officiers de lever les yeux en passant sous moi. Et la vérité m'oblige à dire que mes culottes étaient alors assez mal en point pour leur donner l'occasion de rire et de s'émerveiller. J'avais présenté tant de requêtes et de pétitions pour obtenir ma liberté qu'à la fin, Sa Majesté traita de l'affaire d'abord en cabinet, ensuite au Grand Conseil. Et il n'y eut d'autre proposition que celle de Skyresh Bolgolam, qui décida d'être mon ennemi mortel, sans la moindre provocation de ma part. Mais le vote de tous les autres emporta la décision que l'empereur ratifia aussitôt. Ce ministre était Galbet, c'est-à-dire grand amiral du royaume. C'est un homme très habile en affaires et fort écouté du roi, mais d'un tempérament aigre et chagrin. Il se rangea finalement à l'avis de la majorité, mais obtint qu'on le laissât fixer les conditions de ma mise en liberté et rédiger le serment que j'aurais à faire. Ce texte me fut présenté par Skyresh Bolgolam lui-même, accompagné de ses 2 sous-secrétaires et de plusieurs personnes de haut rang. Il m'en fut fait lecture, après quoi je dus jurer de m'y conformer, d'abord selon les us de ma patrie, et ensuite de la façon établie par leur loi, c'est-à-dire en tenant mon pied droit dans la main gauche et en plaçant le doigt majeur de la main droite sur le sommet de ma tête, le pouce touchant mon oreille droite. Un truc comme ça. Mais pensant que le lecteur peut trouver intéressant de connaître un peu le style particulier et les tournures de ce peuple, comme aussi les conditions de ma mise en liberté, je traduis à son intention ce document mot pour mot et aussi exactement que je le puis. Golbasto momaren evlame godelo shemfin moleoli gue. Voilà. Très puissant empereur de Lilliput, terreur et délice de l'univers, dont les domaines couvrent 5000 lustrux, soit un cercle de 12 000 de circonférence, et vont jusqu'aux extrémités du globe. Monarque entre les monarques, le plus grand des fils des hommes, dont le pied descend jusqu'au centre de la terre et le front s'élève jusqu'au soleil, dont le regard fait trembler les rois du monde et fléchir leurs genoux, généreux comme l'automne, aimable comme le printemps, réconfortant comme l'été, terrible comme l'hiver. Sa très sublime majesté propose à l'homme montagne, nouvelle arrivée dans notre céleste royaume, les articles suivants que par serment solennel, il jure de respecter. 1. L'homme montagne ne quittera pas notre empire sans notre autorisation dûment scellée du grand sceau. 2. Il ne prendra pas la liberté de venir dans notre capitale, sauf permission spéciale de notre part, auquel cas la population sera avertie 2 heures à l'avance de se tenir dans les maisons. 3. Le dit homme montagne ne pourra circuler que sur les grandes routes et se gardera de s'étendre ou de marcher sur les prairies et les champs de blé. 4. Au cours de ses déplacements sur les dites routes, il veillera soigneusement à ne pas écraser quelqu'un de nos fidèles
Sujet, non plus que leur voiture ou leur attelage. Il ne prendra jamais dans sa main aucun des 10 sujets sans son consentement. 5. Quand l'un de nos courriers recevra une mission exceptionnelle urgente, l'homme montagne sera tenu de le transporter avec sa monture. Ce servir ne devra jamais lui prendre plus de 6 jours par lune, si l'ordre lui en est donné. Il devra ramener le dit courrier sain et sauf en notre impériale présence. 6. Il sera notre allié contre nos ennemis de l'île de Blefuscu et fera tout son possible pour détruire la flotte qu'ils arment en ce moment pour envahir nos terres. 7. Le dit homme montagne, à ses heures de loisir, prêtera assistance aux ouvriers du royaume, en les aidant à soulever et à poser les pierres fêtières sur le mur qui enclôt le parc royal et sur d'autres chantiers royaux. 8. Le dit homme montagne devra, dans le délai de 2 lunes, nous donner la mesure exacte du contour de notre empire qu'il établira en longeant toute la côte de l'île et en comptant le nombre de ses pas. 9. Et fin. Si l'homme montagne jure solennellement d'observer tous et chacun des articles ci-dessus énoncés, il recevra chaque jour la ration alimentaire de 1728 de nos sujets et jouira en outre d'un libre accès à notre personne, ainsi que d'autres marques de notre faveur. Donné en notre palais de Belfaborac, le 12e jour de la 91e lune de notre règne, je signai cet acte et prêtai serment avec grande joie, en dépit de certains articles qui me faisaient un peu déchoir et que je devais à la seule bienveillance du grand amiral Skyresh Bolgolam. On m'enleva aussitôt mes chaînes et je me retrouvai libre. L'empereur m'avait fait l'honneur d'assister en personne à toute la cérémonie. Je lui témoignai ma reconnaissance en me prosternant à ses pieds, mais il me fit relever en termes que je ne répéterai pas, crainte de me voir taxé de vanité. Il espérait, ajouta-t-il, que je me montrerais loyal sujet de son royaume et mériterais les faveurs qu'il m'avait faites et se plairait à me faire dans l'avenir. Le lecteur aura sans doute remarqué que le dernier article de l'acte, qui mettait fin à ma captivité, m'octroyait la ration alimentaire de 1728 Lilliputiens. À quelque temps de là, je demandai à un courtisan de mes amis comment on avait pu donner un chiffre aussi précis, et il m'expliqua que les mathématiciens de Sa Majesté avaient pris ma hauteur à l'aide d'un sextante, puis, ayant établi qu'elle était, par rapport à la leur, ce que 12 est à 1, ils avaient calculé, d'après la similitude de nos corps, que ma contenance était au moins 1728 fois supérieure à la leur, et que par conséquent, il me fallait la ration d'un nombre égal de Lilliputiens. Par quoi le lecteur pourra juger de l'intelligence de ce peuple, ainsi que de l'économie sage et éclairée de leur prince. Chapitre 4. Description de Mildendo, capitale de Lilliput, ainsi que du palais de l'empereur. Conversation entre l'auteur et un secrétaire d'État sur les affaires de l'Empire. L'auteur offre ses services à l'empereur dans les guerres à venir. La première faveur que je sollicitai de l'empereur après ma mise en liberté fut de pouvoir visiter Milendo, la capitale, ce qu'il m'accorda volontiers, mais en me recommandant spécialement de ne causer aucun dommage aux maisons ni à leurs habitants. Mon projet fut notifié au peuple par proclamation. La cité était entourée d'un mur de 2,5 pieds de hauteur et qui avait bien 11 pouces d'épaisseur, ce qui permet à une voiture attelée d'y circuler, en toute sécurité, tous les 10 pieds. Cette muraille s'appuie sur une forte tour. J'enjambai la grande porte de l'ouest et, marchant de côté, m'avançai lentement dans les 2 rues principales. J'étais vêtu de mon gilet, car je craignais d'endommager les toits et les gouttières avec les pans de ma veste. Je marchais avec une extrême
même prudence, de peur d'écraser quelques retardataires qui se trouveraient encore dans les rues, en dépit des ordres formels enjoignant à chacun de rester chez soi car il y avait danger de mort. Une telle foule de spectateurs se pressait aux fenêtres des mansardes et même sur les toits, et qu'il me sembla que jamais au cours de mes voyages je n'avais vu cité si populeuse. La ville a la forme d'un carré et chaque côté de la muraille a 500 pieds de long. Les deux artères principales se coupent à angle droit, divisant la ville en 4 quartiers. Elles ont 5 pieds de large, mais les autres rues et les ruelles que je vis en passant sans pouvoir y pénétrer n'ont que 12 à 18 pouces. La ville peut abriter 500 000 âmes. Les maisons ont de 3 à 5 étages. Les marchés et les boutiques paraissent bien fournis. Le palais de l'empereur s'élève au centre de la ville, à la croisée des 2 artères principales. Il est entouré d'un mur haut de 2 pieds et situé à 20 pieds de distance des bâtiments. Sa Majesté m'avait accordé la permission d'enjamber ce mur et grâce à tout cet espace libre, j'eus une bonne vue d'ensemble de l'extérieur du palais. La cour d'entrée est un carré de 40 pieds de côté, avec en son centre des bâtiments qui délimitent la deuxième cour. Au centre de celle-ci se trouve un second corps de bâtiments avec sa cour intérieure. C'est précisément sur la cour intérieure que donnaient les appartements royaux que je souhaitais tant connaître. Mais je me trouvais devant de grandes difficultés car les portails qui permettaient de passer d'une cour à l'autre n'avaient que 18 pouces de haut et 7 de large. Et comme les bâtiments entre la première et la deuxième cour n'avaient pas moins de 7 pieds de haut, jamais je n'aurais pu passer par-dessus sans ébranler la masse de l'édifice. Bien que les murs fussent solidement bâtis en pierre de taille et épais de 4 pouces, l'empereur néanmoins désirait fort me faire admirer la magnificence de son palais. Il me fallut 3 jours de travail pour y parvenir. Je coupai avec mon canif les plus grands arbres du parc royal, à quelques 50 toises de la ville, pour fabriquer 2 tabourets hauts de 3 pieds et assez solides pour soutenir le poids de mon corps. On avertit donc encore une fois la population et je retraversai la ville jusqu'au palais, portant avec moi mes 2 tabourets. Parvenu dans la cour d'entrée, je montai sur l'un d'eux et fis doucement passer l'autre par-dessus les toits pour le poser dans l'espace intermédiaire de la deuxième cour qui avait 8 pieds de large, et je fus alors facilement passé d'un tabouret à l'autre par-dessus l'édifice, puis ramené à moi, le premier à l'aide d'un bâton crochu. La même manœuvre me permit d'arriver à la cour intérieure. Là, me couchant sur le côté, j'avais mon visage à la hauteur des 2e et 3e étages, dont on avait ouvert à dessein toutes les fenêtres. Je découvris à l'intérieur les appartements les plus somptueux qu'on puisse imaginer, et je vis aussi l'impératrice et les jeunes princes entourés de leur maison, de toute leur maison. Sa Majesté impériale voulut bien m'honorer d'un gracieux sourire et me donna par la fenêtre sa main à baiser. Je ne veux pas entrer plus avant dans les descriptions de ce genre, car je réserve tous ces détails pour un plus grand ouvrage, qui n'est pas loin d'être mis sous presse, et qui comportera une description générale de cet empire depuis sa fondation, avec l'histoire de la longue succession de ses princes, leurs guerres et leurs politiques, ainsi qu'une étude des lois, de la science et de la religion de ce pays, enfin la faune et la flore. Les us et coutumes des habitants et d'autres matières fort curieuses et instructives. Mon dessein ici se borne à rapporter fidèlement ce qui m'arriva à moi et aux Lilliputiens pendant mon séjour de 9 mois parmi eux. Un matin, 15 jours environ après ma mise en liberté, Reldrezal, premier secrétaire d'État pour les affaires privées, c'est son titre officiel, vint me voir chez moi, suivi d'un seul domestique. Il fit stationner son carrosse à quelque distance de là et me demanda 1 heure d'entretien. Je l'accordai bien volontiers, tant par égard pour son rang et son mérite personnel qu'en raison des services qu'il m'avait rendus lors de mes démarches à la cour. Je proposai de m'étendre par terre pour qu'il se trouvât plus près de mon oreille, mais il préféra que je le tinsse dans ma main pendant toute notre conversation. Il commença par me faire compliment de ma mise en liberté, se flattant, disait-il, d'y avoir quelque peu contribué.
Cependant, il ajoutait que j'aurais sans aucun doute eu plus de mal à l'obtenir, n'eût été la situation actuelle à la cour. Car, me disait-il, si florissant que semble notre état aux yeux d'un étranger, nous n'en souffrons pas moins de deux grands maux, une violente lutte de partis à l'intérieur et au dehors une menace d'invasion que fait peser sur nous un ennemi extrêmement puissant. En ce qui concerne le premier, sachez que depuis plus de 70 lunes, il y a dans notre empire une lutte constante entre les deux partis nommés les Tramexanes et les Slamexanes. D'après les talons de leurs chaussures qu'ils portent haut ou bas pour se distinguer. On prétend, il est vrai, que les hauts talons seraient plus dans la ligne de notre ancienne constitution, mais quoi qu'il en soit, Sa Majesté a pris la décision de ne nommer que des bas talons au gouvernement. Il y a toutes les charges qui dépendent directement de la couronne, ce que vous n'avez pas manqué de remarquer vous-même. Vous avez sûrement noté aussi que les talons impériaux de Sa Majesté ont un bon drrr de moins que tous ceux de la cour. Le drrr vaut environ la 14e partie d'un pouce. La haine partisane est si vive que ni pour boire, ni pour manger, ni même pour se parler, on ne saurait frayer ensemble. Nous pensons que les Tramexanes ou hauts talons nous dépassent en nombre, mais le pouvoir est entièrement entre nos mains. Et hélas, nous craignons fort que son Altesse impériale, le prince héritier de la couronne, n'ait des sympathies pour les hauts talons. En effet, c'est un fait notoire qu'il a un talon nettement plus haut que l'autre, ce qui le fait boiter en marchant. Eh bien, au milieu de ces dissensions intestines, nous voilà menacés d'invasion par nos ennemis de l'île de Blefuscu, qui est l'autre empire de l'univers, presque aussi vaste et puissant que le royaume de Sa Majesté. Car pour ce qui est des affirmations que vous avez faites touchant l'existence sur la Terre d'autres États ou royaumes, habités par des humains de votre taille, nos philosophes les mettent sérieusement en doute. Ils croiraient, plus volontiers que vous êtes tombé de la Lune ou de quelque étoile, car il est incontestable qu'une centaine d'êtres semblables à vous auraient, en très peu de temps, dévoré tout le bétail et toutes les récoltes de notre empire. De plus, nos annales, qui portent sur plus de 6000 lunes, ne parlent jamais d'aucun autre pays au monde que des deux grands empires de Lilliput et de Blefuscu. J'en reviens donc à ce que j'allais vous dire. Ces deux formidables puissances se trouvent engagées depuis 36 lunes dans une guerre à mort, et voici quelle en fut l'occasion. Chacun sait qu'à l'origine, pour manger un œuf à la coque, on le cassait par le gros bout. Or, il advint que l'aïeul de notre empereur actuel, étant enfant, voulut manger un œuf en le cassant de la façon traditionnelle, et se fit une entaille au doigt. Sur quoi l'empereur, son père, publia un édit ordonnant à tous ses sujets, sous peine des sanctions les plus graves, de casser leur œuf par le petit bout. Cette loi fut si impopulaire, disent nos historiens, qu'elle provoqua 6 révoltes, dans lesquelles un de nos empereurs perdit la vie, un autre sa couronne. Ces soulèvements avaient chaque fois l'appui des souverains de Blefuscu, et lorsqu'ils étaient écrasés, les exilés trouvaient toujours un refuge dans ce royaume. On estime à 11 000 au total le nombre de ceux qui ont préféré mourir plutôt que de céder et de casser leur œuf par le petit bout. Belle satire. On a publié sur cette question controversée plusieurs centaines de gros volumes, mais les livres des gros boutiens sont depuis longtemps interdits et les membres de la secte écartés par une loi de tous les emplois publics. Au cours de ces troubles, les empereurs de Blefuscu nous ont à maintes reprises fait des remontrances par leurs ambassadeurs, nous accusant d'avoir provoqué un schisme religieux et d'être en désaccord avec les enseignements que notre grand prophète Lustrog donne au chapitre 54 du Blundekral. C'est le nom de leur courant. Cela s'appelle bien sûr solliciter les textes. Voici la citation. « Tous les vrais fidèles casseront leurs œufs par le bout le plus commode. » Quel est le plus commode ? On doit, à mon humble avis, laisser à chacun le soin d'en décider selon sa conscience
ou s'en remettre alors à l'autorité du premier magistrat. Or, les gros boutiens exilés ont trouvé tant de crédit à la cour de l'empereur de Blefuscu, et chez nous, tant d'aide et d'encouragement. Secret que depuis 36 lunes, une guerre sanglante met aux prises les deux empires avec des fortunes très diverses. Elle nous a coûté jusqu'à présent la perte de 40 vaisseaux de ligne, d'une quantité d'autres navires, ainsi que de 30 000 de nos meilleurs matelots ou soldats. Et l'on estime que les pertes de l'ennemi sont encore plus considérables. Il vient, cependant, d'armer une flotte redoutable et s'apprête à débarquer sur notre côte. Sa Majesté impériale m'a chargé de vous donner cet aperçu de la situation présente, car elle met toute sa confiance en votre force et votre courage. Je priai le secrétaire de présenter à l'empereur mes humbles respects et de lui faire savoir que s'il n'était pas dans mon rôle, semblait-il, puisque j'étais étranger, d'intervenir dans une querelle de parti, j'étais prêt en revanche, au péril de ma vie, à défendre contre tout agresseur sa personne et son empire. Voilà, c'est ainsi que je vais vous laisser. Donc, vous allez passer ensuite au chapitre 5 avec un autre lecteur. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook. Voyage au bout de la nuit, je vais vous laisser avec une petite citation. L'homme est l'animal le plus dangereux qui ne songe qu'à nuire à tous les autres animaux. La nécessité est la mère de l'invention. Passez une excellente soirée, à tout bientôt.